Alors, pour la structure de l'atome, on va se donner un modèle, donc un modèle de bord, à savoir donc comme représentation, qui est une représentation qui est figée, donc ce qui ne représente pas du tout la réalité, c'est vraiment juste pour essayer de comprendre les choses et pour comprendre en fait la constitution de la matière. Alors voilà comment je le présente aux élèves, ou comment je voudrais vous le présenter. Imaginez en fait une pêche coupée en deux. Donc on va avoir le noyau, puis on va avoir en fait la chair de la pêche à l'intérieur. Et bien en fait, ces deux éléments que l'on voit, donc on a le noyau et la chair, constituent en fait dans la représentation la même chose que l'atome. On va donc avoir un noyau, à l'intérieur duquel on va trouver ce qu'on appelle des nucléons, donc nucléon pour nucléose avec le noyau, et puis autour, la partie chair de la pêche, c'est ce qu'on appelle le nuage électronique. Donc, ce nuage électronique, c'est le lieu où vont voyager des petites particules, des petites choses très énergétiques qu'on appelle des électrons. Et ces électrons, donc, ils vont tourner tout autour. Alors, on donne comme modèle de bord, en fait, ce qu'on appelle une orbite, c'est-à-dire une trajectoire qui est circulaire. La réalité est un petit peu différente, mais pour bien comprendre les choses, ça suffit déjà. Donc, une orbite, une trajectoire qui est circulaire autour du noyau, sans jamais véritablement dévier. Et puis, dans ce noyau, en fait, dans ces nucléons, il y a quelque chose, si on regarde encore à l'intérieur, et en fait, il y a deux types de particules différentes. Il y a ce qu'on appelle donc les protons, et on va voir ce qu'on appelle les neutrons. Alors, comme on a donc trois éléments, il faut essayer de voir un petit peu les caractéristiques de ces trois éléments. Eh bien, en fait, un proton, c'est positif. Généralement, quand on essaie de faire un petit peu l'écriture en moyen mnémotechnique, on écrit proton, on écrit positif, ça permet de le retenir. Le neutron, c'est écrit dedans, c'est neutre. Donc, d'un point de vue électrique, il ne vaut zéro. Et l'électron, lui, il a une valeur négative. Et on s'aperçoit aussi que dans ce modèle, il y a toujours autant d'électrons qui gravitent qu'il y a d'éléments protons positifs à l'intérieur. Donc on a un équilibre entre les charges plus, il y a un équilibre entre les charges moins. Les charges neutrons, les charges neutres qui valent 0, peu importe leur nombre, il n'y aura pas d'influence sur la charge électrique. Et donc s'il y a autant de plus qu'il y a autant de moins, et bien si on fait la somme des deux à la fin, on obtient donc une charge neutre, nulle. C'est-à-dire que c'est pour ça que l'atome il est dit électriquement neutre dans sa constitution. Et pour terminer, entre la partie de l'électron qui voyage dans la chair et puis ce noyau, entre l'électron et ces protons, ces neutrons, il n'y a rien, c'est le vide absolu. Dans les caractéristiques, quand on prend la classification périodique, ou bien pour s'y retrouver pour différencier différents atomes entre eux, on a choisi de donner des nombres. Alors ces nombres, ils sont assez simples, on a essayé de les lettrer aussi pour faire une formule générale, pour retrouver et donc identifier chaque atome. On a utilisé les lettres A, Z et X. X, c'est ce qu'on va appeler finalement le symbole de l'atome. C'est carbone, O, oxygène, H, hydrogène. Le nombre de protons, on l'appelait Z. Et on sait qu'il y a autant de protons que d'électrons. Donc il y a Z protons et on a donc Z électrons. Le nombre de nucléons, c'est le nombre A. Alors les nucléons, c'est tout le noyau, d'accord, où lesquels dedans il y a les protons et les neutrons. Donc tout le noyau, c'est le nombre A. Si je sais que déjà il y a une part Z qui correspond aux protons, alors les neutrons restant dans ce noyau, dans cette petite sphère, c'est A-Z. Ça, ces éléments, après on les écrit A, Z et X, donc pour avoir en fait l'écriture d'un atome, comme on pourrait le trouver en fait dans la classification périodique. Alors comme maintenant on connaît un petit peu plus en détail la constitution de l'atome, noyau, avec dedans les protons et les neutrons, et tout autour les électrons, on peut maintenant déterminer deux choses caractéristiques aussi. On a ce qu'on appelle la masse et le volume, au moins le rayon. Donc, pour ce qui est des masses, eh bien, en fait, c'est un petit peu comme lorsqu'on cherche à faire la masse de quelque chose. Si on connaît les constituants, il faut faire la masse de tous les constituants pour avoir la masse de l'ensemble. Donc ici, puisque j'ai un noyau avec un nombre de protons et un nombre de neutrons, eh bien, on va donc avoir Z fois la masse du proton, plus A moins Z, puisqu'on sait le nombre de neutrons fois la masse du neutron, plus Z fois les électrons en masse, puisqu'il y a autant de protons que d'électrons. On fait la somme, mais on s'aperçoit aussi que la masse des électrons, elle est quand même très très faible par rapport aux masses du proton, quasiment négligeable. Donc, on va se permettre dans le calcul de ne considérer que pour la masse de l'atome, finalement, la masse du noyau, avec tous les nucléons à l'intérieur. Côté taille, c'est-à-dire puisqu'on a une sphère dans une sphère, c'est un petit peu le même raisonnement qui va se tenir, à savoir que le rayon du proton, le rayon du neutron, le rayon de l'électron sont extrêmement petits. Mais on s'aperçoit aussi que le rayon qui est donné pour le voyage des électrons, c'est-à-dire cette orbite, si on peut dire ainsi, eh bien,
il est très grand devant le rayon du noyau. Et donc finalement, la taille de l'atome, elle n'est due qu'au rayon de gravitation des électrons. Donc c'est eux qui vont donner la taille de l'atome.